Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind the Cash, vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre revue hebdomadaire de la bourse, des actualités économiques et où évidemment je vais vous partager mes idées d'investissement. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind the Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas les likes, pour moi c'est très important pour ces vidéos gratuites. Le seul remerciement que j'ai, c'est un like. Pour vous, ça ne coûte rien. Pour moi, c'est un véritable aide dans le développement de cette chaîne. Il y a également la chaîne Telegram que vous pouvez rejoindre pour participer dans nos discussions journalière sur la bourse, sur toutes les actualités qui tombent. Voilà, au menu de ce café du dimanche, aujourd'hui sera les marchés, bon, comme d'habitude, la revue de notre tableau de bord. Ensuite, on va parler de la réserve fédérale. Il n'y aura pas grand-chose à dire finalement. Je m'attendais beaucoup, je m'attendais à grand-chose. Je pense que je n'étais pas le seul, mais finalement, il n'y aura pas grand-chose à dire. Juste quelques commentaires que j'ai préparés pour vous. Donc, vous voyez derrière mon deuxième chien que vous avez probablement pas encore vu pendant mes vidéos. Donc voilà, c'est une petite présentation. Également, je vais voir un petit peu le marché chinois, donc qui reste en mode opportunité. Selon moi, encore une fois, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, je vous transmets tout simplement mes analyses, mes idées, mes sentiments du marché qui peuvent être erronés, qui peuvent ne pas correspondre à ce qui va se passer dans l'avenir. Donc c'est purement ma propre responsabilité et mes sentiments qui n'engagent à rien. Voilà. Je commence cette vidéo par un autre cher Jay Powell qui a parlé finalement, on l'attendait beaucoup son discours pour savoir quelle sera la politique monétaire compte tenu des différents indicateurs qui ont tombé ces dernières semaines. J'essaie de vous informer systématiquement et régulièrement sur les indicateurs qui ont de l'importance dans les circonstances actuelles du marché, donc notamment les indicateurs qui sont liés directement ou indirectement à l'inflation. Et on a vu que toutes les dernières semaines, sauf celle-ci d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, les indicateurs étaient très inflationnistes. Donc tout le monde, y compris moi, s'attendait que Jay Powell se prononce finalement comment il va gérer son programme de QE. Est-ce que le tapering, ça sera pour tout de suite? Est-ce que ça sera pour plus tard? Finalement, il n'a rien dit. Donc évidemment, tout était comme prévu. Donc évidemment, pas de hausse de taux, pas de réduction des rachats des actifs. Je voudrais vous rappeler la structure de ces rachats. Parce qu'on parle souvent des sommes extraordinaires qui sont injectées dans le marché. Mais en quoi exactement investissent la Réserve fédérale? C'est pas un conseil d'investissement non plus parce qu'évidemment, c'est un régulateur, ils n'investissent pas pour gagner de l'argent, ils investissent uniquement pour réguler leur système monétaire américain. Il ne faut surtout pas voir la Réserve fédérale comme un fonds d'investissement. Au contraire, donc ils font souvent l'inverse à ce que font les fonds d'investissement. Donc ça, c'est très important. Petite remarque. Donc en quoi consistent ces injections monétaires? En fait, ils injectent 120 milliards de dollars par mois. Donc ça peut paraître énorme, c'est énorme en fait, c'est pas que uniquement ça peut paraître. En fait, il y a 80 milliards qui sont injectés dans le marché de dette, c'est les QE classiques que nous avons vus pendant des années et des années depuis la crise de subprimes. Et les autres 40 milliards sont plus intéressantes parce qu'ils vont dans leur achat des titres adosés à l'immobilier. Donc ça, c'est les dettes titrisées, ce qu'on appelle les MBS, Mortgage Backed Securities. Pour ceux qui ont étudié la crise des subprimes, vous connaissez de quoi il s'agit. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous enregistre une vidéo sur la crise des subprimes. Je pense que c'est un sujet quand même assez connu par pas mal de personnes, mais si ça vous intéresse, je pourrais le faire. C'est assez intéressant parce que ça a des répercussions sur la réalité économique actuelle. Parce que pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, le monde économique a changé justement à ce moment-là. Et la compréhension de cette crise, pour moi, elle est très importante pour la compréhension des marchés financiers modernes. Pourquoi on peut quasiment jeter dans la poubelle tous les livres sur l'économie? Donc évidemment, c'est une blague. Moi, je suis pour et à 100%, même à 1000% pour les formations classiques dans l'économie. Mais dans tous les cas, effectivement, si on regarde les marchés financiers aujourd'hui, aucune règle traditionnelle, si vous voulez, que vous pouvez trouver dans ces livres ne s'applique plus. Et là, comme ça, si vous comprenez cette crise, vous allez certainement aussi, au moins partiellement, comprendre pourquoi c'est le cas aujourd'hui. Deuxième point, pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que je voudrais vous enregistrer une vidéo sur l'immobilier. Je lance un challenge, ce que si cette vidéo aura 400 likes ou plus, bon, plus de 400 likes, donc dans ce cas-là, je vais vous faire une vidéo sur l'immobilier, sur mon sentiment par rapport à l'immobilier. Ce n'est pas le sujet principal de la chaîne Mind the Cash, mais je sais que certains sont intéressés par l'immobilier. Donc, dites-moi dans les commentaires et surtout mettez un like pour que je sache que ce sujet
vous intéresse. Et si le sujet ne vous intéresse pas, donc mettez en dislike, comme ça je veux savoir aussi que le sujet de l'immobilier, on ne touche plus sur la chaîne Mind the Cash. Cependant que la Réserve fédérale n'achète pas uniquement la dette américaine, mais aussi les titres adossés sur l'immobilier, c'est assez important pour le marché immobilier. Et je vais vous, dans cette vidéo que j'ai prévu de faire, je voudrais vous présenter le modèle anglo-saxon, si vous voulez, et le modèle européen, et notamment le modèle français, que nous pourrons éventuellement hériter encore des États-Unis, les idées sur la façon comment ils investissent dans l'immobilier et surtout comment l'immobilier est financé par le système bancaire anglo-saxon. C'est vraiment super intéressant. Moi-même, je suis suivi une formation là-dessus quand je suis parti à Paris il y a quelques années pour justement étudier ce domaine. Et j'avoue que c'était dans le cadre d'une recherche d'investissement dans les pays anglo-saxons, notamment en Grande-Bretagne. Lors de cette formation, on a présenté la façon de financer l'immobilier à l'anglo-saxonne, comme ça fonctionne aux États-Unis et comment ça fonctionne en Grande-Bretagne également. Donc voilà, j'attends votre like pour savoir si le sujet de l'immobilier vous intéresse toujours. Donc la Fed, pour finir sur ce sujet, donc il n'y a pas grand-chose qui était dit, je ne veux pas gaspiller votre temps parce que globalement, il n'y a pas de nouvelles en fait. Ils ont répété tout ce qu'ils ont dit pendant les dernières réunions des mois précédents et la question que je me pose, c'est jusqu'à quand ça peut durer, jusqu'à quand le marché va accepter ce discours. Parce que évidemment, le marché, il voit la réalité, donc il voit que l'inflation est là, il voit que tous les indicateurs inflationnistes nous montrent l'inflation qui ne cesse pas d'augmenter, et pourtant, les régulateurs ne réagissent pas. Actuellement, il n'y a aucun problème sur le marché financier, en gros, il accepte ce discours, donc tant mieux, donc ça nous permet de vivre l'été tranquille. Par contre, tant pis pour moi et mes prévisions que je fais pour le mois d'août, où je m'attendais à une certaine correction sur le marché financier, je m'attendais pas à une chute de marché encore une fois, je le répète, mais en tout cas, les corrections, pour l'instant, ce scénario de correction ne se confirme pas. Mon commentaire par rapport à cette réunion, c'est que j'ai de plus en plus ce sentiment que la Réserve fédérale ne peut plus arrêter ses QE. Donc ils ont déjà perdu l'instrument de régulation monétaire au niveau des taux, parce que maintenant, c'est clair et certain qu'aucune banque centrale majeure ne peut pas recommencer la hausse des taux, donc ni la BCE, ni la Fed. Donc là, on va rester visiblement avec les taux bas jusqu'à une certaine période que je ne vois pas à l'horizon du tout. Mais en tout cas, et aujourd'hui, je commence à me demander, est-ce que c'est pas la même chose désormais avec les QE, que ça devient une nouvelle norme? Et donc, ça ne peut plus utiliser cet instrument pour la régulation monétaire. Pour l'instant, ce n'est pas officiel. Évidemment, ils disent qu'ils vont le faire, ils vont arrêter, ils vont faire du tapering, mais ils ne disent pas quand. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit se passer dans le monde pour qu'ils commencent à le faire. Ils trouvent à nouveau des nouveaux arguments pour les reporter à plus tard. Et donc, je ne sais pas quoi penser par rapport à cette réunion et comment faire l'analyse de ce discours. Donc si ça devient une nouvelle norme, quelle sera la prochaine étape? Comment ils vont réguler l'économie quand il y aura une prochaine crise, quand il y aura un nouveau problème sur les marchés financiers? Peut-être ils vont racheter les obligations corporate, probablement ils vont acheter autre chose, probablement ils vont commencer à injecter l'argent directement sur les comptes des particuliers comme ils ont déjà fait après la crise de Covid. Donc tout est possible maintenant. Les choses qui étaient impossibles il y a encore quelques temps, désormais sont possibles. Voyons et attendons, nous vivons vraiment des moments très intéressants et je pense que c'est des moments historiques dans l'histoire économique mondiale. C'est super intéressant ce qui se passe et je n'ai aucune idée quelle sera l'issue de toutes ces manipulations des banques centrales. Voilà, donc là je vais passer directement sur un autre sujet parce que pas grand chose à dire par rapport à la Réserve fédérale. Je vais vous rapidement montrer les indicateurs de cette semaine. Je pense que l'humeur plutôt positive de cette semaine, elle était aussi due aux indicateurs qui ont été publiés. Quand vous voyez beaucoup du rouge dans notre monde inversé, cela veut dire que c'est bien pour les marchés. Donc, cela veut dire que les indicateurs qui sortent sont en dessous du consensus des analystes. Et donc, cela veut dire qu'il y a plus de chances que la QE sera maintenue, voire augmentée. Hein. Tout est possible. Si on aura une quatrième vague dans le monde, dans ce cas-là, il n'est pas exclu qu'il y aura encore plus d'injections monétaires. Et donc, vu qu'il y a beaucoup d'indicateurs, y compris les indicateurs qui concernent l'inflation directement, par exemple, vente des nouvelles maisons aux États-Unis qui étaient en baisse, qui étaient pas en baisse, mais moins qu'attendu, ça, c'est un indicateur qui est moins inflationniste que prévu. Et pareil pour les core durable goods, là, vous voyez qu'il les a ressortis largement en dessous du consensus. Donc, cela veut dire que, effectivement, on peut se dire que l'inflation, peut-être, elle est en train de ralentir, patati patata, mais bon, est-ce que ça ne va pas se reconfirmer encore dans les prochains mois? Personne ne le sait.
Voilà, donc je pense que c'était une des raisons pourquoi l'humeur reste assez positive, parce que les QI sont prolongés, déjà ça c'est confirmé, et probablement ils vont être prolongés jusqu'à la fin d'année, voire début de l'année prochaine, voire éternellement. Ça c'est vraiment la question que je me pose. Maintenant je reviens sur le tableau de bord. J'enregistre cette vidéo encore une fois, c'est midi 30 le vendredi. Je ne suis pas encore en week-end, vous êtes déjà. Et les marchés doivent s'ouvrir en forte baisse. Et pourquoi elles s'ouvrent en forte baisse? Et ça, c'est super intéressant. On va progressivement passer sur le sujet des opportunités que je voudrais vous présenter. C'est parce que Amazon a déçu. Amazon a déçu pour la première fois depuis 2018. C'est incroyable. Mais je pense qu'il a déçu tout simplement parce que les attentes des analystes sont devenues vraiment stratosphériques. Donc du coup, ils attendaient encore plus. Mais visiblement, la réouverture, le fait que les gens sont repartis dans les restaurants, ont commencé à vivre plutôt leur vie normale, même si on est encore loin de la vie avant Covid. Et effectivement, les ventes d'Amazon, surtout au niveau des ventes, ça a déçu, pas au niveau de rentabilité. En fait, leurs earnings per share sont ressortis largement au-dessus de consensus, donc c'est une superbe publication. Et Amazon est sanctionné, là, au moment quand je registre cette vidéo, il est attendu à moins 7% à l'ouverture. Et donc, comme vous pensez, le principe de Mind the Cash, la catégorie A, je vous souviens, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook Mind the Cash, le lien est dans la description de cette vidéo. C'est une des top valeurs de la catégorie A, donc les entreprises les meilleures au monde, c'est Amazon. Et quand il y a des baisses comme ça, il faut en profiter. Après, ça sera trop tard. Donc là, effectivement, moi, à l'ouverture de ce marché, je vais essayer d'en profiter, même si je sais que ça reste cher. Mais l'Amazon, pour moi, c'est une entreprise de l'avenir. Elle coûte cher, mais pas par rapport à ses profits. Donc effectivement, l'Amazon, pour moi, c'est une opportunité et je vais remettre dans le portefeuille après la liquidation de mon portefeuille il y a un mois. Et comme par hasard, ça me donne un bon point d'entrée sur cette valeur d'excellence. Je pense que ceux qui me connaissent ne sont pas très surpris par cette décision, même si probablement ça va baisser encore. Si ça va baisser encore, je vais racheter encore du Amazon sans aucune hésitation. Pour l'instant, il n'y a aucun indicateur qui présage le début de la correction. On a eu quelques séances animées cette semaine, mais cette semaine était particulière parce qu'évidemment, il y avait le discours de la Fed, il y avait toutes les spéculations autour de ce discours. Donc, c'est pas très représentatif. Pour l'instant, la volatilité reste assez faible. Donc, à 19, elle est plus élevée qu'il y a quelques semaines. Donc, on voit qu'il y a plus de nervosité, notamment, probablement, je pense que la Chine, elle a son impact sur les marchés développés également. Donc, mais en tout cas, globalement, sur les indices des pays développés, je regarde l'US, pour l'instant, il n'y a pas de signe de correction. On est dans un bull market extrêmement puissant. Probablement, mes provisions ont tort, mais la situation peut changer très rapidement. Nous vivons dans les circonstances quand tout peut changer en quelques heures. Et maintenant, je vois plus une probabilité d'une correction suite à la correction sur les GAFAM. Si les GAFAM commencent à corriger après la publication d'Amazon, je ne sais pas quelles seront les publications des autres GAFAM. Si elles vont être les analystes seront déçus, dans ce cas-là, ça pourrait justifier une prise des profits sur ces valeurs d'excellence, sur les valeurs vraiment la crème de la crème. Et évidemment, elles vont retourner les marchés. Donc, elles vont faire l'inverse à ce qu'ils ont fait après la crise Covid. Je vous rappelle un petit peu l'histoire récente que les GAFAM nous ont sauvés d'une crise majeure boursière. On s'est arrêté sur S&P 500 autour de 2200, 2300. Si vous vous souvenez, si vous étiez déjà abonné à Mind the Cash, je m'attendais à S&P descendre jusqu'à 1800 à un moment donné. Pourquoi je m'attendais à ça? Parce qu'évidemment, les circonstances économiques, pourriez largement justifier ce mouvement. Mais les GAFAM nous ont sauvés parce qu'ils ont fait retourner les tendances. Les gens se sont réalisés, dès qu'ils sont à la maison, ils commencent à utiliser beaucoup de services en ligne. Et vu leur poids boursier, il était énorme, ça a commencé à tirer les indices vers le haut, ça a cassé les résistances, et donc tout le marché il est passé dans le mode haussier, et ça a commencé à tirer les autres valeurs. Donc du coup, on n'a pas touché le niveau de 1800 où j'étais prêt d'investir massivement sur les marchés américains. Donc malheureusement, c'est pas le scénario qui s'est produit, parce que sinon, je serais beaucoup plus riche aujourd'hui que je suis réellement. Et voilà, les GAFAM, maintenant, ils peuvent nous faire un coup inverse parce que là, les marchés sont euphoriques, le bull market super puissant, les bulles sont forts, ils sont beaucoup plus forts que les ours. En revanche, on commence à réaliser que dès que l'économie s'est rouverte, ça peut affecter même légèrement les chiffres d'affaires de ces valeurs de technologie américaines. Et donc, si elles commencent à se retourner, si les profits commencent à être pris sur ces valeurs-là, dans ce cas-là, ça va au contraire retourner les marchés vers la baisse. On va casser le support, on va vivre une crise, une correction, micro-correction boursière. Bon, je n'ai pas bien employé le mot crise, oubliez-le. Ça sera une correction et évidemment, elles vont tirer les autres valeurs vers le bas.
Est-ce que va se produire? Je ne sais pas. Moi, je suis plus dans un scénario que Amazon va se faire racheter très rapidement avec la liquidité que nous avons dans le marché et il va affronter les autres plus hauts historiques. Donc c'est pour ça que je vais commencer à y investir. Je vais prendre ma première position aujourd'hui, cet après-midi. Et puis, je vais la renforcer évidemment si ça va commencer à baisser. Donc là, je vais voir l'image technique parce que l'analyse technique marche parfaitement sur ces valeurs très liquides. Et ensuite, je vais ajuster ma position. Donc, de toute façon, dans le Telegram, abonnez-vous, je vais publier tout ce que je fais sur les marchés financiers comme d'habitude. Au niveau des taux US, on n'a pas beaucoup de mouvements, à peu près la même situation comme il y a une semaine. Pétrole, pareil. Bon, pétrole, je crois que ça a un petit peu monté, donc ça me donne encore une opportunité. J'attends pour un short avec des options. Donc là, je vais publier dans le groupe que j'ai ouvert la semaine dernière. Donc là, malheureusement, aujourd'hui, les inscriptions sont terminées. Et donc là, je vais probablement implémenter une stratégie en bear spread jusqu'à la fin d'année. Mais ça, je suis encore en train de réfléchir si jamais je vais le faire ou pas. Et je vais publier dans ces positions si vous faites partie de ce groupe. En tout cas, voilà, pétrole, il est reparti à la hausse. Il se tape contre le niveau de 75. En fait, pour moi, maintenant, c'est devenu la résistance majeure. Avant, je le voyais sur 78. Mais je ne m'attendais pas que la chute de la semaine d'avant casse le niveau de 70. Il a cassé. Donc maintenant, pour moi, le niveau de résistance, il est baissé de $2. En tout cas, selon mon analyse technique. Après, vous voyez, l'analyse technique, c'est toujours très subjectif. Donc, n'attachez pas beaucoup d'importance à ce que je dis. Chacun fait sa façon. Moi, je fais comme ça. Donc, peut-être vous allez faire beaucoup mieux sur ces trades que moi. Ensuite, regardons le BTC. Bon, le BTC, il a monté. Donc là, je m'attendais à la baisse. Donc ça ne me donne pas la raison. Mais encore une fois, moi, je m'attendais à la baisse de Bitcoin suite au tapering de la Fed. Parce que moi, je m'attends une fois qu'il arrête des injections de l'argent facile. Donc les fonds qui étaient vraiment inondés de liquidités, ils vont arrêter d'investir dans tout et n'importe quoi. Et du coup, Bitcoin va baisser. Donc pour l'instant, vu que la Fed a confirmé qu'ils vont continuer le tapering, probablement le Bitcoin va monter. J'ai pas de position, encore une fois, j'ai aucune légitimité de parler de cet actif parce que j'ai aucune position dessus. Donc ça vaut ce que ça vaut. Pour l'or, encore une fois, on s'est rapproché assez plus haut dans leur canal d'évolution. Je pense que pour le trading, vraiment, c'est un parfait. Ça bouge dans un canal entre 1750 et 1850. Donc c'est vraiment les stratégies super simples, à mon avis, fonctionnent encore une fois, à mon avis. Et encore une fois, je n'ai pas de position sur l'or. Parfois, je le prends et je le publie sur Telegram si ça vous intéresse. Maintenant, je vais parler des opportunités. Donc, les opportunités, je les vois toujours côté Chine, côté la GAFAM chinois. Ce sont des valeurs qui ont été massacrées ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc, tout le monde en parle, tout le monde le sait. Donc là, je pense que vous êtes au courant également. Donc là, pour l'instant, j'ai des positions de vente des options put sur certaines valeurs chinoises. Donc, je suis prêt à acheter typiquement Baidu. C'est une de mes valeurs préférées à $145. On est loin encore le marché est loin du strike. Et mes positions sont jusqu'à 17 septembre. J'ai également vendu des options sur GDCOM. GDCOM, c'est un équivalent de Amazon et de Alibaba. Pourquoi je n'ai pas acheté de Alibaba et pourquoi je n'ai pas fait des positions optionnelles longs sur Alibaba? Parce que moi, je trouve que Jack Ma, pour moi, c'est un petit peu un opposant au parti chinois. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Bon, excusez-moi si je ne suis pas exact parfaitement, mais en tout cas, ce n'est pas un mec du système de Xi Jinping. Et moi, je suis un peu plus inquiet d'investir dans cette entreprise parce que je pense que s'il y aura des régulations, s'il y aura vraiment, pas des attaques, mais en fait vraiment des limitations qui seront imposées sur ce type d'entreprise par les autorités chinoises, je pense que Alibaba sera sur le premier front de ces interventions. Donc, pour moi, JD.com est un petit peu moins risqué que Alibaba et en plus elle est moins chère. Donc du coup pour moi les deux critères sont réunis et donc là j'ai décidé de plus m'exposer sur JD.com sur Alibaba. Donc mais ce n'est pas une panacée, c'est pas gravé en marbre. Donc je peux facilement changer mon avis si effectivement Alibaba va continuer à baisser et on va voir les cours de genre 170 ou 160. Je vais effectivement aussi prendre le risque et acheter ces valeurs. Pourquoi j'ai pas tendance de surestimer ce risque? Parce que les Chinois déjà ils sont rationnels. Donc évidemment c'est un pays en partie communiste, c'est pas un pays communiste. Encore une fois je ne veux pas rentrer dans la philosophie, même si ces sujets m'intéressent énormément. Ça reste un pays capitalistique avec une gouvernance centralisée, on va dire quelque part, à la communiste. Mais dans tous les cas, l'État, il fait beaucoup d'interventions sur les marchés. C'est pas les marchés vraiment très libéraux. Donc là, effectivement, les surprises politiques
sont très probables en Chine. En tout cas, elles sont probables partout, mais en Chine, elles sont plus probables qu'aux États-Unis ou dans des pays un peu plus libéraux que la Chine. Et donc, mais malgré tout cela, je trouve que l'État chinois reste quand même pragmatique. Tout ce qu'ils ont dit, pourquoi ça a déclenché cette chute énorme sur toute la bourse chinoise, tout simplement parce qu'ils ont voulu réguler l'éducation nationale. En fait, il y a eu une étude qui était sortie, qui était présentée au parti, aux dirigeants de la Chine, comme quoi le coût de la vie en Chine a augmenté tellement que maintenant les gens ne peuvent pas tout simplement se permettre beaucoup de choses, et notamment l'éducation de ses enfants. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo de Café Dimanche, que pour les Chinois, culturellement, c'est très important que leurs enfants aient la meilleure éducation au monde, qu'ils sont top de top. En fait, il y a vraiment une énorme compétition assez agressive entre les enfants chinois. D'ailleurs, confirmez-moi, s'il vous plaît, s'il y a des internautes, des abonnés Mind de Cash, si vous êtes d'origine chinoise ou si vous avez des amis qui vivent en Chine, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Mais en tout cas, selon ce que moi j'ai pu lire et entendre, que pour les Chinois, il y a vraiment une véritable compétition à être meilleur dans l'éducation. C'est presque l'inverse au modèle du nord de l'Europe, notamment le Finlande, où il y a d'ailleurs dans les écoles il n'y a pas de notes. Donc ça, c'est un système assez particulier de formation qui est considéré le meilleur au monde. Donc c'est un système qui permet d'avoir une certaine égalité entre les enfants. En Chine, je pense que c'est un système beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère, que c'est le meilleur qui gagne en fait. Et dès que tu es en moindre difficulté dans tes études, tout de suite tu te fais vraiment marginalisé quelque part par ce système social. Et donc pour les parents des enfants chinois, c'est très important qu'il ait la meilleure éducation possible. Et effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont implantées pour former, justement, pour faire les cours à domicile et pour rattraper certaines lacunes dans les connaissances de leurs enfants. Et justement, ça coûte super cher et ça pèse énormément sur le budget des ménages chinois. Et l'État chinois a décidé de réguler ce secteur. Mais ils ont parlé uniquement de ce secteur. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est propagé sur toute la bourse. Ils n'ont jamais parlé qu'il allait réguler JD.com, Baidu, etc. Bon, peut-être quelque part dans les couloirs, mais il n'y a pas de discours officiel dans ce sens. Et les autorités chinoises se sont prononcées cette semaine en disant qu'effectivement, que nous, on n'est pas, même pour le secteur d'éducation, on n'est pas là pour mettre à plat en fait tout le secteur. Donc ça reste des entreprises qui sont intéressantes, mais ils se posent des questions comment faire ce secteur plus accessible. Donc, probablement, ça serait juste des aides. Probablement, ça sera autre chose. C'est pas nécessairement que les sociétés vont sortir de la bourse. Donc, je pense que cette réaction des marchés, elle était largement exagérée par rapport aux annonces des Chinois, parce qu'ils n'ont même pas fait une mauvaise annonce, ils étaient plutôt bons en communication, mais les marchés sont tellement nerveux, et ça c'est un point super important, que les marchés aujourd'hui sont vraiment hyper nerveux. Ils sont capables de réagir et surréagir sur n'importe quelle nouvelle qui n'a pas nécessairement autant d'importance. Donc, effectivement, ça pourrait mettre la pression sur ce secteur en particulier, probablement sur la bourse en général, mais pas causer des chutes, des fondements de certaines actions de grande qualité. C'est pour ça, je pense que c'est quand même le moment d'acheter. En tout cas, pour moi, encore une fois, je ne suis pas un conseiller, je peux me tromper. Peut-être la bourse de la Chine peut se fermer demain et vous allez perdre tout votre argent. Mais en tout cas, mon argent, je suis prêt d'investir dans certaines valeurs, à condition de respecter une règle de gestion de risque. Je vous répète toujours que la gestion des risques, c'est une chose principale dans les marchés financiers. C'est que moi, je suis prêt à exposer mon portefeuille à un maximum de 10% sur l'ensemble des valeurs chinoises. Je n'achète pas une seule valeur pour 10%. Tout mon portefeuille des valeurs chinoises ne va pas excéder 10% d'exposition. Voilà, donc ça, c'est très, très important à comprendre, que je ne veux pas aller all-in sur la Chine. Je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. Actuellement, ceux qui s'intéressent aux options, là, les volatilités, évidemment, elle a augmenté. Donc, les puts sont très chers. Donc, et les ventes des puts me créent des revenus passifs, même si je vends les strikes qui sont très éloignés au marché actuel. Donc ça crée des revenus passifs assez intéressants, et jamais si c'est exercé, évidemment, au prix que j'ai vendu les strikes, forcément encore plus, ces valeurs m'intéressent. Donc quelles sont les valeurs à acheter? Donc ici c'est assez simple, parce qu'en fait vous prenez les valeurs connues. Donc JD.com, comme je vous ai dit, la première pour moi c'est les Baidu, parce que Baidu, vraiment, je ne vois pas pourquoi les autorités chinoises peuvent se prendre à Baidu. C'est un Google équivalent, vraiment copier-coller de Google américain. Ils sont positionnés sur l'intelligence artificielle, bon, évidemment, les moteurs de recherche, publicité, tout. Donc, seule régulation que je peux voir, c'est juste les données, en fait, la protection de données pour que les données soient en Chine, mais je pense que c'est déjà le cas. Je n'ai pas étudié, mais je crois que les autorités chinoises ont déjà imposé certaines choses dans ce sens. Mais ça ne remet pas en cause le business model de Baidu, donc je pense que Baidu, vraiment, c'est une opportunité. Ensuite, il y a des valeurs automobiles, genre NIO, Li Auto, donc notamment, donc ça, c'est des valeurs qui m'intéressent. J'ai aussi un put vendu sur Li Auto, vraiment le pire moment de cette chute, je l'ai vendu, j'ai eu de la chance. Mais cette valeur, moi, je trouve quand même assez chère, parce que c'est des valeurs de catégorie C, on va dire, comme ça.
Et évidemment, les marges dans ce secteur ne sont pas les mêmes que dans Baidu, dans Alibaba ou JD.com. JD.com, c'est la deuxième, que moi j'ai ma deuxième sélection, après Baidu. Et Alibaba, si ça baisse encore plus. Mais Alibaba, encore une fois, il y a un risque de Jack Ma. Jack Ma, qui est une personne assez particulière, son positionnement vis-à-vis l'État chinois, il rend cette société un peu plus risquée. Voilà, donc ça, c'est juste mon avis. Après, chacun décide. Si vous ne voulez pas investir sur les valeurs chinoises, c'est probablement logique également, parce que vous ne voulez pas vous exposer sur un secteur si vous ne maîtrisez pas. Et c'est vrai que les risques politiques sont très, très difficiles à prévoir. C'est pour ça que je ne m'expose plus de 10% de mon portefeuille sur ces valeurs. Beaucoup de questions sont posées par rapport où est-ce qu'il faut acheter ces valeurs chinoises. Est-ce qu'il faut les acheter sur le marché américain? On peut maintenant obtenir les frais de courtage assez intéressants, notamment avec des gyros, ou bien il faut aller sur Hong Kong et du coup investir en yuan. Mais le problème, c'est qu'évidemment les frais de courtage ne sont pas du tout les mêmes, et pas loin de là, pas tous les brokers proposent l'accès à ces marchés. Donc je pense qu'il ne faut pas surestimer non plus la probabilité de sortie de la côte des valeurs chinoises aux États-Unis. Donc c'était le risque énorme pendant la présidence de Donald Trump. Joe Biden, je ne suis pas du tout en train de dire que les relations avec la Chine se sont améliorées depuis que Biden a pris sa place dans la Maison-Blanche, pas du tout, voire l'inverse. Mais en tout cas, je pense que le risque de sortie du marché pour les valeurs chinoises sorties de la côte, c'est moins probable que c'était avec Donald Trump. En tout cas, il n'en parle plus, ou presque plus. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Si vous avez des liens, ça m'intéresse beaucoup. Évidemment, on pourrait le partager sur la chaîne Mind Cash pour que tout le monde soit au courant si jamais je me trompe là-dessus. Tout ça pour dire que moi, je prends les positions sur le marché américain. Donc, effectivement, ça rajoute une petite couche de risque. Mais voilà, donc probablement il fallait plus aller sur Hong Kong, mais si vous allez à Hong Kong et vous investissez en yuan, il faudra se couvrir contre le risque de change, ce qui va coûter, évidemment, parce que c'est une protection, et cette protection, évidemment, elle va plomber vos performances déjà de cet investissement. Voilà, une autre idée que j'ai préparée aujourd'hui pour vous, c'est Verimatrix, c'est un spécialiste de la sécurité, c'est un secteur booming en ce moment, qui est en train de chuter sur le marché. C'est une valeur que j'ai déjà ouvert en toute petite position autour de 1,8, donc là je suis en perte. Et je trouve que cette entreprise, elle a pas mal du potentiel. J'ai posté l'analyse très rapide sur cette valeur dans le Telegram. Je ne veux pas tout répéter, donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Telegram, voir mon post. Donc cette entreprise qui est peu endettée. Donc actuellement, de point de vue technique, peut-être c'est pas le meilleur moment. Donc un des abonnés de Mind Cash m'a corrigé déjà là-dessus, parce que à long terme, effectivement, cette valeur, elle est dans son corridor. Donc il m'a montré le corridor justement entre 1,1 et bon là je pense que je le vois un peu plus à 1,4, donc là on n'est pas trop loin, donc et jusqu'à 3, vous voyez, donc effectivement cette valeur elle évolue dans ce corridor à très long terme. Je ne suis pas en train de faire l'analyse approfondie, l'analyse technique, donc c'est juste ça vaut ce que ça vaut. Pour moi, j'ai commencé à accumuler une position sur cette valeur parce qu'il m'intéresse, donc c'est dans le secteur que moi je veux avoir dans le portefeuille. Cette valeur au cours actuel n'est pas super chère, elle a un peu mal vécu la crise de Covid, malgré que ce n'est pas vraiment le secteur le plus exposé, mais quand même exposé un tout petit peu. Toutes les sociétés de sécurité ont un petit peu souffert. Bon, évidemment, pas comme les lignes aériennes ou je sais pas, ou les cinémas, mais en tout cas. Price to sales pour ce secteur, un peu plus de 2, c'est vraiment pas cher. Donc la marge brute, vous voyez, 80%, c'est juste incroyable, hein, c'est énorme. Et la rentabilité, c'est difficile à la lire aujourd'hui parce que la société, justement, elle a perdu beaucoup pour les chiffres d'affaires et des résultats pendant cette crise sanitaire. Donc, mais par contre, il n'y a pas de risque, pour moi en tout cas, il n'y a pas de risque de faillite. Vous voyez que la dette elle est faible et les engagements à court terme sont 3 fois inférieurs aux actifs liquides, donc ils peuvent facilement payer toutes leurs dettes court terme. Donc à court terme, il n'y a pas de problème. Donc cette entreprise, elle est saine, donc elle se développe, elle est présente en France, il a des bureaux à San Diego aux États-Unis. Donc, et je pense que la sous-valorisation, c'est principalement lié justement que c'est une société française et pas américaine. Je suis persuadé si c'était une américaine, elle coûterait peut-être 2 ou 3 fois plus cher dans ce secteur, je veux dire. Donc pour moi, ça peut être une idée d'investissement, une idée de rattrapage, de turnaround, comme on appelle. Mais attention, c'est une société qui est baissière. Donc là, j'attrape le couteau qui tombe. Ça me dérange pas, franchement, parce que pour l'instant, j'ai des positions pas énormes là-dessus, donc c'est pas mon problème. Et n'oubliez pas que c'est une société d'une catégorie C qui est valorisée comme catégorie D. Donc c'est une société qui a des chiffres d'affaires depuis un moment, mais elle n'arrive pas à réaffirmer comme une société de croissance. Donc là, vous voyez que le graphique technique n'est pas du tout le graphique de société de croissance, mais en tout cas, elle peut en devenir, parce que vraiment, le demande pour la sécurité Internet est
et sécurité cloud, ça fait partie de leur métier, elle est énormément recherchée. Donc là, je pense que j'ai quand même un outlook long terme très positif sur cette valeur. Donc à vous de voir, évidemment, si ça vous intéresse ou pas. En revanche, je voudrais vous mettre en garde contre une fausse bonne idée. En fait, Citrix, aussi le secteur technologique, avant, c'était mon chouchou. Je sais qu'il y a quelques années, j'ai acheté cette valeur. Et pourquoi je trouve que c'est une fausse bonne idée? Parce que l'entreprise, j'attends franchement une nouvelle inattendue. Je ne sais pas quelle, peut-être... J'espère que ce ne sera pas une fraude comptable, mais quelque chose à quoi on ne s'attend pas, parce que je ne comprends pas que sur les 3 dernières années, ils ont littéralement explosé la dette. Donc vous voyez, donc bon, return, en fait, elle est rentable, cette entreprise, ça c'est OK, il n'y a aucun problème. Sur le secteur, évidemment, comme Citrix, c'est justement l'accès à distance. Pour les grandes entreprises, c'est difficile de ne pas être rentable. Mais regardez, la dette, c'est juste incroyable. C'est 1400% des fonds propres, et les fonds propres en diminution incroyable sur ces mêmes 3 années. Donc sur 3 derniers exercices, il y a la diminution de fonds propres, ce qui veut dire que les passifs augmentent plus vite que les actifs. Et il y a une explosion, littéralement explosion de la dette. Vous voyez que le current ratio qu'on vient de voir pour Verimatrix, il était à 3. Ici, on n'est même pas à 0,7. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez du cash pour les actifs liquides pour couvrir leurs engagements à court terme. Pour beaucoup d'entreprises, ce n'est pas un problème. Mais si vous avez une dette totale qui frôle le 1400% des fonds propres, c'est quand même délicat. Donc, c'est délicat de refinancer même la dette à court terme. J'ai peur qu'il y aura une annonce qu'on ne s'attend pas, qu'on ne connaît pas encore. Et donc, je pense que le marché commence à se préparer à quelque chose de grave sur la valeur Citrix. Donc, moi, je mets en garde contre cette valeur. Bon, évidemment, si vous avez une autre analyse, donc, je vous invite à me corriger et dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà mes amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que les likes pour la vidéo immobilière, donc si le sujet immobilier, je pense que beaucoup sont intéressés par le sujet immobilier, n'oubliez pas. Et en général, les likes pour moi c'est super important. Je fais ces vidéos gratuitement, donc j'espère que c'est utile pour vous. Je vois que beaucoup de retours positifs, donc je vois que c'est utile, donc c'est très très bien. Je vous souhaite le meilleur, passez un agréable week-end, un agréable dimanche, profitez bien et mind the cash. À très bientôt, bye bye.